Ils m'ont tout pris. La maison que j'ai bâtie de mes propres mains, les économies d'une vie de labeur, et même la dignité qu'un père croit mériter. Écoutez cette histoire jusqu'au bout, et dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Dites-moi aussi de quelle ville vous m'écoutez. Mes filles, et surtout leurs maris, me voient comme un vieil homme brisé, une relique du passé qu'on a balayé sous le tapis de leur nouvelle vie confortable. Ils pensent m'avoir laissé sans rien, juste une maigre retraite et le silence de cet appartement impersonnel. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que dans leur précipitation à m'effacer, ils ont oublié une chose. Pas de l'argent, non. Quelque chose de bien plus puissant. Une vérité que j'ai enterrée il y a des années pour protéger celle qui allait me trahir, et qui est aujourd'hui ma seule force. Mon appartement est un cube de béton sans âme, au 3e étage d'un immeuble qui sent le désinfectant et la soupe froide. Les murs sont fins comme du papier à cigarette. J'entends les voisins vivre, aimer, se disputer, et ce bruit ne fait que souligner mon propre silence. Il n'y a rien de moi ici. Les meubles, fonctionnels et bon marché, ont été choisis par un gestionnaire pressé. Le sol est un lino qui imite mal le bois, une insulte silencieuse à l'ébéniste que j'étais. Parfois, je passe ma main sur la surface lisse et froide de la table de la cuisine, et je me souviens de la chaleur du chêne massif que j'avais poncé pendant des semaines pour notre table familiale. Cette maison que j'ai bâtie, chaque poutre, chaque clou, c'était ma vie. Cet endroit, c'est juste un lieu où j'attends. Le matin, la lumière grise de Lyon peine à traverser la fenêtre, et éclaire un visage que je ne reconnais plus dans le miroir de la salle de bain. Ce n'est pas la vieillesse qui me choque, mais le vide dans le regard. C'est le regard d'un homme qui n'est plus vu. Mes mains, autrefois si sûres et puissantes, tremblent légèrement quand je me rase. Elles portent encore les cicatrices de mon métier, les souvenirs de milliers d'heures de travail, de sacrifices. Mais aujourd'hui, elles semblent inutiles, posées sur mes genoux la plupart du temps, inertes. Le poids de leur trahison s'est logé dans mes épaules, une douleur sourde qui me courbe un peu plus chaque jour. Je suis devenu invisible, non seulement pour elles, mais pour moi-même, une ombre qui glisse le long des murs de sa propre cage. Le seul meuble qui m'appartient vraiment est ce vieux fauteuil en cuir, usé et craquelé. C'est là que ma femme s'asseyait pour lire le soir, près du feu. Je m'y installe et je ferme les yeux, espérant retrouver une bribe de son parfum, le son de sa respiration tranquille. Mais il n'y a que le froid du cuir et l'odeur de la poussière. Les souvenirs ne sont plus un réconfort, ils sont des couteaux. J'entends encore le rire de Chloé et Sophie petite, courant dans le jardin, leur voix résonnant contre les murs de la maison. C'était une symphonie de bonheur que je croyais éternelle. Aujourd'hui, le silence de cet appartement est si total, si lourd, qu'il me semble parfois pouvoir l'entendre grincer. C'est le son du vide, le son de tout ce qui a été perdu et ne reviendra jamais. Chaque mois, je reçois une notification de la banque. 300 €. Le prix de leur bonne conscience, le pourboire qu'on laisse à un domestique qu'on a renvoyé. Ce n'est pas de la charité, c'est du mépris. C'est le prix de mon silence, croit-il. J'essaye parfois d'appeler Chloé, ma préférée, celle pour qui j'aurais tout donné. Le plus souvent, je tombe sur sa messagerie. Parfois elle répond, sa voix pressée, lointaine, pleine d'une impatience polie. Tout va bien, papa? Je suis un peu occupé, je te rappelle. Elle ne rappelle jamais. Ils m'ont effacé de leur vie avec une efficacité chirurgicale. Ils m'ont laissé avec juste assez pour survivre, mais pas assez pour vivre. Ils pensent m'avoir brisé, mais dans cette solitude glaciale, une autre force a commencé à prendre racine. Une dignité silencieuse et froide. Avant cet appartement, avant ce silence, il y avait le bruit de mes outils et l'odeur du bois. J'avais 20 ans et des mains qui ne demandaient qu'à créer. Mon rêve n'était pas grand, juste un petit atelier d'ébénisterie d'art, où chaque meuble raconterait une histoire. Je passais mes nuits à dessiner des commodes, des chaises, des bibliothèques aux lignes pures. Je m'imaginais ponçant le grain du noyer, sentant la cire d'abeille sous mes doigts. Mais la vie, la vraie, est arrivée. L'amour, puis la promesse d'une famille. J'ai regardé mes plans, mes rêves de copeaux et de vernis, et j'ai compris qu'il faudrait choisir. Un père ne choisit pas pour lui. Il choisit pour ceux qui ne sont pas encore là. J'ai rangé mes dessins dans une boîte et j'ai accepté un poste à l'usine. L'usine était l'antithèse de mon rêve. Le vacarme assourdissant des machines, l'odeur âcre de l'huile et du métal, la répétition infinie des mêmes gestes. Je n'étais plus un artisan, j'étais un numéro sur une fiche de paie. Mais cette fiche de paie était une certitude, une sécurité que mon petit atelier ne m'aurait jamais offerte. Chaque matin en enfilant mon bleu de travail, je pensais à ma femme, à l'avenir que nous voulions bâtir. Je sacrifiais ma passion sur l'autel de la stabilité.
C'était un pacte silencieux que je passais avec moi-même. Mon bonheur n'était plus la question. Le leur, celui de mes futures filles, était devenu la seule réponse. Je suis devenu un homme pratique, un pourvoyeur. L'artiste en moi s'est endormi pour que le père puisse naître. Puis Chloé est née. Je me souviens du moment où l'infirmière l'a déposée dans mes bras. J'avais peur de la casser, avec mes mains si grandes et déjà si rugueuses. Elle était si petite, si parfaite. Elle a ouvert les yeux et m'a regardé, et à cet instant, tous les sacrifices ont trouvé leur sens. Le bruit de l'usine, les heures supplémentaires, la fatigue qui pesait sur mes épaules, tout s'est évaporé. Son petit doigt s'est agrippé au mien, et j'ai senti une force que je n'avais jamais connue. C'était la force de la responsabilité, un amour si puissant qu'il vous ancre à la terre. Pour ce petit être, je pouvais soulever des montagnes, ou du moins, endurer le vacarme des machines pendant 40 ans sans jamais me plaindre. Elle était mon pourquoi. Les premières années, nous vivions dans un petit appartement modeste. Les murs étaient fins, mais nos rires étaient épais. Je rentrais le soir, épuisé, sentant la sueur et le bois, et ma femme m'attendait avec un repas simple et chaud. Après le dîner, je m'allongeais sur le tapis du salon, et les filles grimpaient sur moi, comme sur une montagne. Chloé et Sophie. Je faisais le cheval, l'avion, l'ogre. J'essayais d'être doux, de contrôler ma force pour ne pas les blesser. Dans ces moments, j'oubliais l'usine. J'étais juste leur père. Ces joies n'avaient pas de prix, mais elles avaient un coût. Des week-ends de travail, des nuits trop courtes. Chaque instant de bonheur familial était financé par des heures de labeur silencieux, loin de leurs yeux. Je me souviens d'un anniversaire de Chloé, elle devait avoir 6 ans. Elle rêvait d'une maison de poupée en bois qu'elle avait vue dans une vitrine. C'était bien au-dessus de nos moyens. Pendant un mois, j'ai pris des gardes de nuit supplémentaires à l'usine. Je disais à ma femme que je devais remplacer un collègue malade. En secret, je mettais chaque franc de côté. Le jour de son anniversaire, quand elle a déchiré le papier cadeau, ses yeux se sont illuminés d'une manière que je n'oublierai jamais. Ce cri de joie pure, ce regard émerveillé, valait toutes les heures de sommeil perdues. Elle n'a jamais su le sacrifice derrière ce cadeau. Pour elle, c'était juste de la magie. C'était mon rôle de père, être le magicien invisible de leur enfance. Puis est venu le temps de la maison, notre vrai foyer. Je l'ai construite de mes propres mains, brique par brique, après mes journées à l'usine. Le soir, à la lueur d'une simple ampoule, je posais les parpaings. Le week-end, je montais la charpente. Mes mains saignaient, mon dos me faisait souffrir, mais chaque mur qui s'élevait était une promesse de sécurité pour ma famille. Ma femme m'apportait du café et s'asseyait sur un tas de planches, me regardant travailler en silence. Les filles jouaient dans le jardin inachevé, dessinant sur des chutes de bois que je leur donnais. Cette maison n'était pas faite que de ciment et de bois. Elle était faite de mon amour, de ma sueur, de l'espoir d'un avenir solide pour elle. C'était mon chef-d'œuvre. Les repas dans cette maison étaient sacrés. Surtout autour de la grande table en chêne que j'avais fabriquée. J'avais mis des semaines à la poncer, à la polir, jusqu'à ce qu'elle soit douce comme de la soie. C'était le cœur de notre foyer. L'odeur du pot-au-feu de ma femme se mêlait à celle, plus subtile, du bois ciré. Assis en bout de table, je les regardais vivre. J'écoutais les histoires de l'école de Chloé, les silences de Sophie, les rires de ma femme. Je ne parlais pas beaucoup. Ma fatigue parlait pour moi. Mais ma présence était, je le croyais, un réconfort. J'étais le pilier, le roc sur lequel leur monde était bâti. Mon bonheur était simple, les voir heureuses, en sécurité sous le toit que j'avais construit. Les années ont passé, les filles ont grandi, les besoins ont changé. Ce n'étaient plus des maisons de poupées, mais des vêtements de marque, des voyages scolaires, des études. Je n'ai jamais dit non. Je trouvais toujours une solution. Un peu plus d'heures supplémentaires, des petits boulots de réparation de meubles le week-end pour les voisins. Je me souviens de les voir partir à l'école, si fiers dans leur nouveau manteau, alors que le mien était usé et rapiécé. Je n'ai jamais ressenti d'amertume. Juste la satisfaction tranquille du devoir accompli. Parfois, je sentais une pointe de culpabilité. Je leur donnais tout ce que j'avais, mais je savais que d'autres pères, avec de meilleurs métiers, donnaient plus. Je compensais avec mon temps, mon énergie, mon dévouement total. Chloé était différente de Sophie. Sophie était plus réservée, plus indépendante, un peu comme moi. Chloé, elle, était une étoile. Elle avait les yeux de sa mère et un appétit de vie insatiable. Elle était la rêveuse, celle qui voulait toujours plus, qui visait plus haut. J'admirais cette ambition, cette flamme. C'était ma préférée, je l'avoue. Je voyais en elle la promesse d'une vie plus grande que la mienne. Je voulais lui donner les ailes que je n'avais jamais eues.
Tout ce que je faisais, chaque sacrifice, semblait trouver une résonance particulière quand il s'agissait d'elle. Son bonheur était le baromètre du mien. Si elle souriait, mon monde était en ordre. Je l'aimais d'un amour inconditionnel, peut-être aveugle. Le mariage de Chloé a été le couronnement de tous mes efforts. Elle avait rencontré Julien, un jeune homme d'affaires ambitieux, au sourire éclatant et au projet grandiose. Pour leur mariage, ils voulaient quelque chose de magnifique. Ma femme et moi avions mis de côté près de 30 000 €, les économies de toute une vie. C'était notre filet de sécurité, notre rêve d'un petit voyage en Italie une fois à la retraite. Mais quand Chloé nous a parlé de ses projets, de la robe, du traiteur, du lieu, nous n'avons pas hésité une seconde. Ma femme m'a regardé et j'ai compris. J'ai signé le chèque. Voir ma fille vivre un conte de fées, ne serait-ce qu'un jour, valait bien plus que tous les voyages du monde. Le jour J, en la conduisant à l'hôtel, j'ai vu dans ses yeux toute la gratitude et l'amour d'une fille pour son père. Elle était resplendissante. J'ai serré la main de Julien, une poignée ferme et assurée, et je lui ai confié mon trésor le plus précieux. Je me sentais un peu déplacé dans mon costume simple, au milieu de ce luxe, de ces invités élégants. J'étais le menuisier, l'ouvrier, le père qui avait tout donné pour que ce jour existe. Mais j'étais fier. Je croyais sincèrement avoir rempli ma mission. Je l'avais protégée, élevée, et maintenant je la lançais dans une vie de bonheur et de confort que je n'aurais jamais pu lui offrir moi-même. J'avais cru ce jour-là avoir scellé son avenir radieux. Après le mariage, et surtout après la mort de ma femme, mon rôle a doucement changé. Je n'étais plus seulement le père, j'étais devenu le bricoleur de la famille. Un robinet qui fuit chez Chloé? Papa est là. Une étagère à monter chez Sophie? J'arrive. Je le faisais volontiers, heureux de me sentir utile, de garder un lien. Mais peu à peu, j'ai senti le regard sur moi changer. Il ne voyait plus l'homme, mais la fonction. Mes mains, qui avaient bâti leur sécurité, n'étaient plus que des outils à leur service. Les sacrifices passés étaient devenus un dû, une évidence oubliée. J'étais une présence familière et pratique, mais de plus en plus invisible. C'était le début de l'effacement, la lente érosion de ma place dans leur vie. La voix de Chloé, autrefois un baume, était devenue une ligne droite et polie au téléphone. Les appels que j'initiais se heurtaient de plus en plus souvent à un mur de prétextes brefs et efficaces. Je suis en réunion, papa. Je suis dans les embouteillages, c'est compliqué. Je te rappelle tout de suite. Ce tout de suite s'étirait en jours, puis en semaines, jusqu'à se dissoudre complètement dans l'oubli. Je me surprenais à attendre près du téléphone, comme un amant éconduit, guettant une sonnerie qui ne venait jamais. Chaque silence était une confirmation, un petit caillou de plus sur le tas de mon isolement. La chaleur avait disparu, remplacée par une sorte d'obligation distante. Je n'étais plus une priorité, j'étais devenu une tâche sur une liste de choses à faire, une tâche qu'on reportait sans cesse. Lors d'un déjeuner dominical, l'un des derniers, l'atmosphère était déjà glaciale. Assis à leur immense table en verre, je me sentais comme une relique. Julien, mon gendre, a levé son verre de vin, un sourire fin aux lèvres. Il parlait d'investissement, d'avenir, puis son regard s'est posé sur moi. Il faut savoir tourner la page, Gérard. Certains s'accrochent trop au passé, aux vieilles méthodes. Ces mots flottaient dans l'air, chargés d'un mépris à peine voilé. Le plus douloureux fut le silence de Chloé. Elle a baissé les yeux vers son assiette, refusant de croiser mon regard. C'était la première fois qu'elle laissait quelqu'un m'humilier sans dire un mot. J'ai compris à cet instant que je n'étais pas seulement vieux. J'étais devenu le passé dont il fallait se débarrasser. Les gestes sont devenus plus cruels que les mots. Une fois, chez eux, j'ai laissé ma main courir sur le bras d'un fauteuil design, une pièce froide et sans âme. Par réflexe d'artisan, j'en évaluais la ligne, la matière. Chloé, qui me regardait du coin de l'œil, s'est approchée dès que je me suis éloigné, et a passé un chiffon sur la trace de mes doigts. Ce n'était pas un geste de propreté, c'était un geste de purification. Mes mains, qui avaient bâti leur sécurité, étaient devenues sales, indignes de leur nouvel univers immaculé. Julien, lui, me traversait du regard, comme si j'étais un courant d'air, une présence sans consistance. Je n'étais plus un homme, j'étais une chose qui prenait de la place, une tâche dans leur décor parfait et contrôlé. Ils avaient promis une chambre pour moi, pour que tu sois toujours avec nous. Un soir, en leur rendant une visite impromptue, je les ai entendus dans le salon, penchés sur des échantillons de couleurs. Ils transformaient ma chambre en bureau pour Julien. Ils parlaient de design scandinave, de domotique, de minimalisme. Ils n'ont jamais levé la tête pour me demander mon avis, à moi qui avais passé ma vie à comprendre le bois, l'espace, la lumière. Mon expertise, mon histoire, n'avaient plus aucune valeur.
J'étais debout dans l'embrasure de la porte, écoutant les plans de mon propre effacement, et ils ne m'ont même pas vu. Ou peut-être ont-ils simplement choisi de ne pas me voir, car un fantôme est plus facile à ignorer qu'un père. Le jour de mes 72 ans, le téléphone est resté muet. J'ai attendu toute la journée, me disant qu'ils étaient occupés, qu'ils allaient appeler. Le soir venu, la solitude devenant insupportable, j'ai cédé. J'ai composé le numéro de Chloé. J'entendais de la musique et des rires en fond sonore. Allô ? Sa voix était gaie, lointaine. Quand je lui ai timidement rappelé la date, il y a eu un silence, puis un « Oh, zut ! Papa, je suis tellement désolé, avec le travail de Julien, joyeux anniversaire. » C'était dit vite, comme une formalité gênante à expédier. J'ai raccroché, et je me suis assis dans le noir de mon salon. Ce soir-là, leur oubli était le seul cadeau qu'ils m'avaient offert. Un cadeau qui me disait clairement où était ma place. Le coup de grâce fut une porte. Pas claquée avec colère, non, mais refermée avec une lente et terrible politesse. J'étais passé sans prévenir, un prétexte futile sur les lèvres, juste pour voir un visage familier et briser le silence. C'est Julien qui a ouvert. Son sourire s'est figé en me voyant. Il n'a pas bougé du seuil, barrant le passage de son corps. Chloé n'est pas là. On attend du monde ce soir. Il n'y avait aucune invitation dans sa voix, aucune chaleur. Juste le message clair que je n'étais pas le bienvenu, que ma présence était une perturbation dans leur vie parfaite. Il a dit « Bonne soirée Gérard », et la porte s'est refermée, coupant le son, la lumière, et le dernier fil qui me reliait encore à eux. Ce soir-là, j'ai compris que j'étais définitivement dehors. Ils pensent que je n'ai plus rien, mais ils ont oublié la boîte. C'était il y a une dizaine d'années. Julien m'avait demandé de réparer une fuite dans leur grenier. J'étais encore l'homme à tout faire, le père pratique qu'on appelle pour les basses besognes. Là-haut, sous les toits, dans la poussière et l'odeur du bois ancien, j'ai déplacé une vieille malle pour atteindre la charpente. Derrière, caché dans un renfoncement, il y avait cette boîte en métal, fermée à clé. La serrure était rouillée, facile à forcer pour des mains comme les miennes. La curiosité, ou peut-être un pressentiment, m'a poussé à l'ouvrir. À l'intérieur, pas de souvenirs, mais des documents, des actes de vente, et un disque dur. J'ai lu les noms, des familles, des personnes âgées. J'ai compris l'escroquerie immobilière, la méthode froide et calculée de Julien, pour ruiner ces gens, bien avant de connaître ma fille. Mon premier réflexe a été la colère, puis un froid glacial. L'homme qui dormait à côté de ma fille était un prédateur. Devais-je tout révéler ? Briser la vie de Chloé, son bonheur apparent ? J'ai choisi de le confronter, seul à seul. Je l'ai attendu un soir, dans son bureau luxueux, la boîte posée entre nous sur le bois précieux. Quand il a compris ce que je savais, son visage s'est décomposé. Le sourire charmeur s'est effacé pour laisser place à une peur abjecte. Il n'a pas nié, il a supplié. Il a invoqué Chloé, son amour pour elle, le scandale qui la détruirait. C'était avant elle, Gérard. J'étais jeune, stupide. J'ai changé. Il a utilisé mon amour pour ma fille comme un bouclier, sachant pertinemment que c'était mon unique faiblesse. Il a mis mon cœur de père en otage. Et j'ai cédé. J'ai accepté de me taire. Non pour lui, jamais pour cet homme, mais pour elle. Pour préserver l'illusion de son monde parfait. Pour ne pas être celui qui planterait le poignard dans son cœur. J'ai rangé la boîte et son contenu empoisonné au fond d'une armoire, chez moi, sous une pile de vieux draps. Ce secret est devenu mon fardeau. Pendant 10 ans, à chaque repas de famille, à chaque fois qu'il posait sa main sur l'épaule de ma fille, je sentais le poids de ce mensonge. C'était un acte de protection ultime, une forme de sacrifice silencieux que personne ne connaîtrait jamais. Je protégeais l'image qu'elle avait de son mari, et en faisant cela je protégeais son bonheur. C'est ce qu'un père est censé faire, n'est-ce pas ? Sacrifier sa propre quiétude. Aujourd'hui, dans la solitude de cet appartement, ce fardeau a changé de nature. Ils m'ont tout pris, ils m'ont jeté comme un vieil outil usé, croyant me laisser sans défense. Mais ils ont oublié la boîte. Ils ont oublié que dans leur précipitation à m'effacer, ils ont laissé derrière eux la seule chose qui compte vraiment. Ce secret n'est plus une arme que je garde rangée pour protéger Chloé. Comment pourrais-je protéger celle qui a orchestré ma propre ruine ? Non, ce n'est plus un bouclier pour elle. C'est devenu autre chose. Une force silencieuse. Une promesse d'équilibre. Ce n'est pas de la vengeance que je ressens en pensant à ces documents, mais une sorte de paix froide. La certitude que la vérité, même enterrée pendant des années, finit toujours par trouver son chemin vers la lumière. La douleur n'a pas crié, elle n'a pas explosé en colère, elle s'est installée en moi, froide et lucide, comme une lame de glace dans mes veines.
J'ai compris que les hurlements et les reproches n'étaient que le langage des victimes, et j'avais décidé de ne plus en être une. Je n'ai pas décroché mon téléphone pour les maudire. Je me suis simplement assis dans mon fauteuil en cuir, le seul témoin de ma vie passée, et j'ai regardé les murs nus de cet appartement. Chaque objet était une encre qui me retenait à la douleur de leur trahison. Il fallait couper les amarres. Pas avec fracas, non. Avec la précision méticuleuse de l'artisan que j'avais toujours été. Mon plan n'est pas né de la haine, mais d'une soudaine et terrible clarté. Je n'allais pas détruire leur monde. J'allais simplement disparaître du mien pour qu'il n'y ait plus jamais leur place. Le lendemain, je suis sorti pour la première fois avec un but. Je suis entré dans l'étude d'un notaire, un petit bureau discret dans une rue que je ne connaissais pas. L'odeur du papier et de la cire me rappelait celle de mon atelier. J'ai expliqué ma situation d'une voix calme, sans laisser transparaître la moindre émotion. Je voulais changer mon testament. Le notaire, un homme d'un certain âge au regard pénétrant, m'a écouté sans m'interrompre. Je n'avais pas grand-chose à léguer. Une petite assurance vie, le reliquat de mes économies que mes filles n'avaient pas encore réussi à me prendre. J'ai révoqué la précédente disposition qui faisait d'elles mes héritières. À la place, j'ai tout légué à une petite association lyonnaise, qui aide les jeunes artisans à monter leur premier atelier. C'était un moyen de faire vivre mon rêve à travers d'autres. Un dernier geste de construction, pas de destruction. De retour dans mon appartement, je me sentais plus léger, j'ai commencé à me délester du reste. J'ai mis en vente le fauteuil en cuir, quelques livres, les rares souvenirs que j'avais gardés. Je ne cherchais pas l'argent, mais le vide. Chaque objet qui partait était un lien de moins avec le passé. Avec les quelques centaines d'euros récoltés, je n'ai rien acheté pour moi. Mon regard s'est tourné vers la boîte. Cette preuve silencieuse de la pourriture sur laquelle leur vie était bâtie. J'ai passé des heures sur l'ordinateur de la bibliothèque municipale, à faire des recherches. J'ai fini par trouver un nom. Un certain Monsieur Dubois, l'une des victimes de Julien. Un homme qui avait tout perdu et se battait encore, seul contre tous. Mon plan avait trouvé sa destination. Ce n'était plus une question de vengeance, mais d'équilibre. L'acte final s'est déroulé avec une froideur chirurgicale. J'ai choisi un seul document dans la boîte. Le plus accablant. Celui qui, sans l'ombre d'un doute, reliait Julien à l'escroquerie. Une simple feuille de papier qui pouvait faire s'effondrer un empire. Je l'ai glissé dans une enveloppe Kraft anonyme, sans adresse de retour. Je me suis rendu à un bureau de poste à l'autre bout de la ville, un endroit où je ne mettrai plus jamais les pieds. En laissant tomber l'enveloppe dans la fente, je n'ai ressenti ni joie ni haine. Juste le sentiment profond et tranquille d'un artisan qui remet une pièce à sa juste place. Je n'avais pas déclenché une guerre, j'avais simplement rendu à la vérité un morceau d'elle-même. Dans le silence de cet acte, j'avais repris le contrôle total de mon histoire. Quelques semaines plus tard, on a frappé à ma porte. Un coup sec, hésitant, qui ne ressemblait pas au bruit habituel de l'immeuble. J'ai ouvert, et ils étaient là. Chloé et Julien, debout sur le paillasson, un sourire contrit sur le visage. Chloé tenait un panier rempli de plats de traiteur, du vin cher, des pâtisseries fines. C'était une caricature de l'attention filiale, une scène si fausse qu'elle en devenait grotesque. Papa, on passait dans le coin. On s'est dit qu'on viendrait te faire un petit coucou. Sa voix était mielleuse, un ton que je n'avais plus entendu depuis des années. Je me suis écarté sans un mot pour les laisser entrer. Ils ont posé leur butin sur la table de la cuisine, leurs gestes nerveux contrastant violemment avec le calme glacial de mon appartement. Ils étaient là non par amour, mais par peur. Et je le savais. Ils se sont assis en face de moi, sur les chaises bon marché que leur mépris m'avait attribuées, et le spectacle a commencé. Ils ont parlé de leur travail, du stress, de la vie qui va trop vite, des excuses usées pour justifier leur abandon. Julien essayait de plaisanter, d'évoquer de faux souvenirs heureux, sa voix manquant de l'assurance habituelle. Chloé me demandait si je mangeais bien, si je n'avais besoin de rien, sa sollicitude sonnant comme une insulte. Je les écoutais, immobile dans mon fauteuil. Je voyais la panique dans le regard de Julien chaque fois qu'il croisait le mien. Je voyais le calcul derrière chaque mot de Chloé. Il jouait la comédie de la rédemption, espérant trouver en moi le vieil homme facile à manipuler. Mais cet homme était mort, enterré sous les décombres de leur trahison. Puis, les larmes de Chloé ont commencé à couler, des larmes de crocodile parfaitement maîtrisées. « Papa, il faut que je te parle, Julien a des problèmes. » Une vieille histoire, une bêtise de jeunesse. Des gens essayent de détruire notre famille. Elle a pris ma main, et son contact était froid, désespéré. Elle n'a jamais mentionné la lettre, la preuve. Mais le sujet flottait entre nous, lourd et menaçant. Il a fait ça avant de me connaître. Il a changé, je te le jure. S'il te plaît, papa. Fais-le pour moi.
Pour ta fille. Il voulait acheter mon silence avec le fantôme de l'amour que j'avais eu pour elle. Il me demandait un dernier sacrifice, celui de la vérité, pour sauver un monde construit sur le mensonge et la cupidité, le leur. Je n'ai pas répondu. Je les ai simplement regardés, mon visage aussi impassible que le bois que je travaillais autrefois. Ma colère s'était depuis longtemps muée en une force tranquille, une certitude inébranlable. Mon silence était ma réponse. Il était plus lourd que n'importe quelle accusation, plus définitif que n'importe quel refus. Dans mes yeux, ils n'ont pas vu de la haine, mais pire, de l'indifférence. Ils ont compris que le lien était brisé, que leur manipulation n'avait plus de prise. Le père qu'ils avaient jeté était devenu leur juge silencieux. Leurs sourires se sont figés, leurs larmes se sont taries. Ils étaient venus chercher une faiblesse, et ils avaient trouvé un mur. Ils ont compris que j'avais déjà fait mon choix, bien avant qu'ils ne frappent à ma porte. Et vous, auriez-vous donné une seconde chance à ceux qui vous ont tourné le dos, ou laisseriez-vous la vie régler sa propre dette? Je regardais les larmes de ma fille, une performance que j'avais vue de nombreuses fois dans son enfance, pour obtenir ce qu'elle voulait. Mais cette fois, la scène était mon appartement sordide, et le public était un homme qu'elle ne connaissait plus. Julien, à côté d'elle, était un animal acculé, son charme évaporé, ne laissant qu'une peur brute et pathétique. Il parlait de famille, d'amour, de pardon, des mots qui sonnaient obscènes, sortant de leur bouche. Ils ne demandaient pas mon pardon. Ils exigeaient ma complicité. Ils voulaient que j'enterre la vérité une fois de plus. Que je sacrifie mon intégrité sur l'autel de leur confort. Tout comme j'avais sacrifié mes rêves, mes économies, ma vie. J'ai regardé Chloé, sa main tremblante cherchant la mienne, et je n'ai rien senti. Ni colère, ni pitié. Juste un vide immense et tranquille, là où mon amour pour elle se trouvait autrefois. L'homme qu'ils avaient brisé n'était plus. Celui qui restait était simplement un observateur, attendant la fin de la pièce. Je n'ai pas répondu. Le silence dans la pièce est devenu une présence physique, plus lourd que tous les mots que j'aurais pu prononcer. Je me suis levé lentement, mes articulations craquant un peu, le seul son brisant la tension. Leurs yeux suivaient chacun de mes mouvements, un mélange d'espoir désespéré et de terreur. J'ai marché jusqu'à la vieille armoire en bois dans le coin, le seul meuble qui portait encore les fantômes de ma vie passée. Je l'ai ouverte, et j'ai sorti la boîte en métal. Julien a laissé échapper un petit son étranglé. Je ne l'ai pas ouverte. Je ne les ai pas regardés. Je l'ai simplement tenue dans mes mains, sentant son poids froid et solide. C'était le poids de la vérité. Je suis passé devant eux, vers la porte. J'ai mis mon manteau, le dos tourné, et j'ai ouvert. Je n'ai pas dit au revoir. Je les ai laissés là, au milieu du festin pourrissant qu'ils avaient apporté, et je suis sorti dans le couloir, refermant doucement la porte derrière moi. Je n'allais pas à la police. J'allais finir ce que j'avais commencé, restaurer un équilibre final et parfait. Je les ai regardés, non pas comme un père regarde sa fille, mais comme un homme observe des étrangers qui se sont trompés de porte. Leur panique était la preuve finale, le dernier clou dans le cercueil de mon amour pour eux. Ils n'étaient pas revenus pour moi, mais pour ce que je représentais désormais, la clé de leur cage dorée. Dans mon silence, ils ont enfin compris. L'homme qu'ils avaient brisé, le père qu'ils avaient méprisé, était parti pour toujours. À sa place se tenait quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, un homme qui avait retrouvé sa propre dignité non pas dans la vengeance, mais dans l'équilibre. Je n'ai rien dit. Je n'avais plus rien à leur dire. J'ai simplement tourné la tête vers la fenêtre, vers la lumière grise de Lyon, laissant la vérité suivre son cours, aussi implacable et naturel que le temps qui passe. Et vous, à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous choisi le pardon pour l'amour qui fut, ou la justice pour le mal qui a été fait?